Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, on va parler de sport et de remote production. Alors tout de suite, allons-y gaiement. La remote production, ce sont de véritables défis à relever. Défis de connexion entre l'événement où se trouve le sport et la régie centrale. Et au final, le spectateur. Donc on va voir tout ça un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est la remote production? La production, en fait, c'est réaliser à distance la capture audiovisuelle d'un événement sportif. Les technologies utilisées, ce sont les réseaux à haute vitesse pour transmettre et la vidéo et l'audio. Parce que fatalement, on a aussi besoin d'entendre ce qui se passe dans un stade ou dans un événement. Les avantages, c'est surtout la réduction de coûts, une flexibilité accrue et puis l'optimisation des ressources. On va y revenir un peu plus tard. Alors, la réduction de coûts, c'est moins de personnel, à peu de choses près, sur place, mais aussi, surtout, moins d'équipement. La partie du le gros équipement. Et puis, du coup, ça vous fait des économies substantielles. Une flexibilité accrue, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir couvrir plus d'événements et puis, surtout, mieux optimiser le personnel. Et enfin, l'optimisation de ressources, ce que je disais, grosso modo, on va rendre le personnel technique plus efficace sur une plus longue durée. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer sur une journée un équipement qui va être disponible ou utilisé pendant 2 heures, là, on envoie une partie de l'équipement sur un site d'événement, et puis, tout étant donné que tout est envoyé sur un site central, au site central, le personnel il peut travailler sur plusieurs événements, pas forcément simultanés, mais au moins à la queue leu. Un très bon exemple d'ailleurs sur ce sujet, c'est les Jeux Olympiques qui sont traités en bonne partie en remote production. Les défis techniques, c'est la latence entre le moment où on va capturer l'image et le moment où le spectateur final va regarder l'image sur son téléviseur. Cette latence-là, elle doit être la plus réduite possible. Bon, on sait qu'il y a une certaine latence entre le moment où ça arrive en régie finale dans une télévision et le moment où c'est diffusé. Mais à la limite, peu importe. Globalement, la latence, elle doit être courte, la plus courte possible. On dit 1 seconde, c'est le grand maximum. Ensuite, l'autre problématique, c'est la fiabilité du réseau. Si on passe par Internet, par définition, même si aujourd'hui on est sur des solutions qui sont quand même très fiables, on ne sait pas par où les datas, les images et le son, ils passent. Physiquement, on ne sait pas. Donc on doit trouver des solutions de protocoles qui permettent justement de réduire cette problématique-là, de savoir par où ça passe, à peu près, et puis surtout on doit savoir que séquentiellement, ça soit parfaitement adapté. Ensuite, il faut une coordination parfaite. Il faut coordonner parfaitement l'image et le son. Et ça, sur une longue distance, ça peut être déjà un peu plus complexe. Et enfin, il faut sécuriser les données, ça va de soi. L'impact sur la qualité de production. Il y a des avantages. L'accès à des équipements de pointe centralisés, c'est-à-dire les grosses régies de télévision, et la possibilité, du coup, d'enrichir avec des analyses beaucoup plus avancées les images qu'on va montrer. Le défi, c'est maintenir la même qualité d'image et de son d'une production sur site. Production sur site, c'est un gros cas régie avec du personnel à l'intérieur, des caméramans, bref, pas mal de monde. Toute cette qualité-là, il faut qu'on puisse aussi la retrouver sur une régie centralisée. Et du coup, il y a aussi l'innovation à travers l'IA qui va pouvoir améliorer l'image, réduire le bruit, et puis plein d'autres avantages qu'offre l'IA. L'évolution des rôles dans la production, les réalisateurs ils doivent s'adapter à diriger ou à collaborer avec une régie à distance, ce qui veut dire que c'est un défi aussi technique, pour que l'interaction entre le personnel en régie centrale et ceux qui sont sur le site puisse être coordonnée correctement. Les techniciens ils doivent développer de nouvelles compétences
qui vont au-delà de leur attribution habituelle dans l'audiovisuel, mais aussi sur la gestion de réseau et puis le dépannage, y compris à distance. Et puis les commentateurs, au lieu d'être dans un stade, de vivre l'événement comme les spectateurs, ils vont aussi se retrouver peut-être dans un studio où, comme j'ai pu le voir déjà une fois, un commentateur qui faisait les commentaires à partir de chez lui, dans son salon. Ce qui était assez rigolo à voir. Enfin, c'est des petites anecdotes. Et puis, tout ça permet de faire ressortir aussi un petit peu les expériences qu'on mène aujourd'hui avec les Jeux Olympiques. Il y a une grosse préparation qui a été faite en amont pour créer des infrastructures de pointe. Et puis à l'exécution, c'est une utilisation massive de la remote production pour couvrir toutes ces disciplines, tous ces sites. Parce qu'on ne va pas à chaque fois mobiliser un seul car. Non, on va faire que les images transitent par le cloud en l'occurrence pour arriver en régie centrale, qui elle-même travaille aussi à distance sur le cloud. Ce qui permet de faire donc une réduction de coûts qui est quand même pas négligeable, même si ça a l'air d'un gros budget, attention, mais c'est surtout une grande flexibilité parce que finalement tout est sur le cloud et on a en quelques clics de souris, on peut passer d'un site d'événement à un autre. Passer du skate qui se trouve place de la Concorde à l'équitation qui se trouve à Versailles. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Les innovations technologiques utilisées notamment aussi pendant les Jeux Olympiques, c'est la 5G massivement, parce que ça permet en fait, d'avoir une transmission ultra rapide et puis ça réduit la latence. Le cloud, lui, il permet le stockage, le traitement et aussi la rediffusion. Et l'IA, ça améliore significativement sans doute l'image, mais surtout ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches qui seraient fastidieuses, notamment pour des données qu'on voudrait extraire en temps réel sur les statistiques des athlètes. Et enfin, la VR, la réalité virtuelle et la réalité augmentée permettent d'apporter une autre expérience du spectateur à partir du cloud. C'est vraiment significatif. Bon, évidemment, ce sont plein d'applications qui se greffent sur le cloud de la réalisation, mais ça permet d'offrir vraiment une belle expérience aux spectateurs. Il y a quand même le but. L'impact environnemental, c'est surtout peut-être un peu moins de déplacement, et puis une certaine optimisation énergétique, même si c'est une grosse conservation, faut pas se leurrer. Mais c'est surtout moins de matériel nécessaire sur les différents sites des événements. En temps normal, on s'imaginerait très bien un car régie devant chaque site d'événement. C'est pour ça qu'on concentrait sur les autres Jeux Olympiques la plupart des événements dans un seul stade. Un exemple. Mais avec la possibilité du cloud, il y a juste à envoyer des données directement dans le cloud. Et ça, c'est aujourd'hui la 5G et puis les fournisseurs qui font actuellement du streaming vers le cloud, eux sont particulièrement performants. Bon, ça nécessite évidemment aussi un changement de formation pour les professionnels. C'est des nouveaux cursus qui doivent inclure la remote production dans le cursus. Ça nécessite aussi une formation continue parce que cette technologie évolue encore très vite et il faut s'y adapter. S'y adapter fatalement pour les plus anciens, des vieux, entre guillemets, un peu comme moi, mais aussi des plus jeunes pour qu'ils aient cette faculté d'utiliser les technologies de l'information, l'informatique en grosso modo, et les réseaux, d'une façon efficace. Et enfin, entre les différentes écoles audiovisuelles et les industriels, il doit y avoir un partenariat
pour que les écoles aient les dernières évolutions, pour qu'ils puissent s'y former eux-mêmes, et puis former leurs apprenants. Les défis de la réalisation à distance, c'est une perte de proximité. Normalement, un réalisateur a toujours des assistants à côté de lui, des scripts, des topeuses ou toppers, des gens qui s'occupent des synthés, enfin des gens qui s'occupent également de la qualité d'image, etc. Toute cette proximité, on ne l'a plus. Cependant, aujourd'hui, avec des solutions comme Clearcom ou d'autres, on peut aussi réaliser ça, d'avoir le micro-casque, un petit peu comme le mien, bon, qui est un micro-casque qu'on peut acheter sur Internet. Hein, je ne sais pas si on le voit. Si, on va le voir là. Avec ce casque-là, je peux parler avec les autres tranquillement. Les casques en régie sont un petit peu plus évolués et sont d'une très très bonne qualité, attention. Donc, il faut qu'il y ait une bonne possibilité de communication entre les équipes sur site et les équipes en régie. Et puis, tant qu'on a un bon système intercom, ça pose pas beaucoup de problèmes. Enfin, la réactivité, c'est gérer les imprévus, gérer les changements de dernière minute qui sont complexes, et qui, à travers la distance, rendent les choses un peu plus complexes. Mais d'après mon expérience, c'est quand même c'est une habitude, il faut s'y adapter à ces changements. Et puis, l'autre défi, c'est la créativité. Il faut la maintenir malgré cette distance. Il faut pouvoir continuer à innover, continuer à être créatif, ce qui est indispensable. Mais ça reste un défi à distance. Hein. C'est plus complexe. L'évolution des compétences requises. Alors, il y a un mot que j'ai souvent remarqué dans les régies, c'est la polyvalence. C'est-à-dire, un jour, on peut se trouver au synthé, un autre jour, on peut se trouver à réaliser à faire de la réalisation, un autre jour, on peut faire des scripts, on peut être juste assistant, ou ceci ou cela. Donc, il y a certes la maîtrise des outils, mais en régie, en général, on fait plusieurs choses. Bon. Donc, il faut là aussi non plus maîtriser seulement l'outil qu'on a devant soi, mais maîtriser l'outil qu'on a peut-être devant soi à travers un clavier ou une souris ou une télécommande ou que sais-je. Mais il faut faire abstraction de la distance, tout en, évidemment, en s'y adaptant. Enfin, dans les soft skills qui sont dans l'audiovisuel et dans la production en particulier, vraiment très important, c'est l'adaptabilité, c'est la communication efficace à distance et puis la gestion du stress. Le stress qui est accru, notamment parce qu'il y a cette distance et tant qu'on n'a pas fait, c'est un petit peu... on ne se rend pas compte du timing, de la latence entre le moment où on pense à une idée, qu'on appuie sur un bouton, et le temps que ça arrive là-bas, c'est une fraction de seconde, hein, c'est pas grand-chose. Et je crois que c'est un stress qui est malgré tout accru à ce niveau-là, parce qu'il y a cette petite latence qui fait que au début, c'est stressant. L'adaptation des commentateurs, je pense toujours à ce commentateur qui sortait de sa douche, un petit peu avant qu'on passe au direct, et qui arrivait à distance sur le plateau. Et moi en régie, je le voyais. C'était marrant. C'est des choses qu'on voit pas ou très rarement. Mais aujourd'hui, un commentateur, il peut très bien être à distance. Et là, en l'occurrence, à l'événement que je pense crois que c'était une retransmission en direct d'un match de foot de Ligue féminine. Et nous avions dans les locaux un commentateur
qui était lui dans une cabine, et son partenaire commentateur était lui celui en région parisienne. Donc c'était assez cocasse. Mais ça a bien marché. Ils arrivaient même à gérer leur propre communication. Bon, vous savez, dans les commentateurs, ce sont toujours des duos, enfin souvent des duos, qui marchent très bien ensemble. Et là, en l'occurrence, c'était donc un des journalistes de la chaîne TV pour laquelle je bossais, et un commentateur qui était donc en région parisienne, ils s'entendaient plutôt bien. Il faut donc l'interaction, il y a beaucoup de choses à gérer. Et puis, si possible, mais là c'est aussi une question de ce qu'on peut faire en régie ou pas, c'est quelque part faire de l'interaction entre ce que dit le public sur les réseaux sociaux, par exemple, les réactions, et puis interagir peut-être aussi avec ça pendant un match ou une compétition, suivant ce qu'on transmet. Les avancées en matière de connectivité, c'est la 5G, évidemment, avec la latence ultra basse, une couverture relativement limitée, mais bon, qu'on arrive à aujourd'hui, qui n'est plus aussi limité que ça, et puis on arrive à contourner ce problème avec d'autres moyens. Et la fibre optique, bon, ça c'est un coût d'installation assez important. Ça a l'avantage d'être très stable, mais bon. Et puis le satellite, alors ça c'est une couverture globale, mais là aussi il y a une latence faible et c'est pas gratuit non plus. L'intégration des données en temps réel, alors ça c'est quelque chose de très pertinent et je pense qu'on l'a vu notamment là pendant la JO. C'est statistiques avancées sur les athlètes. Là on a quelque chose qui pour un commentateur est intéressant, mais aussi finalement pour le spectateur, parce que fatalement, on peut lui montrer aussi ces données à l'antenne. Et enfin, là, personnellement, j'y crois un petit peu moyennement. C'est les prédictions de l'IA. Bon, c'est l'analyse prédictive pour anticiper les moments clés du match. Bon, personnellement, je n'y crois pas trop pour l'instant, mais bon, on ne sait pas. La sécurité et confidentialité, alors ça c'est vachement important, que ce soit surtout déjà crypté au niveau des flux de données, mais qu'il y ait aussi une authentification et puis une surveillance des réseaux paraît importante, sans compter les RGPD évidemment. L'expérience spectateur, au final, la remote production dans le sport notamment permet une personnalisation des images, surtout si on lui offre plusieurs angles de vue. On l'a vu sur certaines plateformes de foot, on peut avoir plusieurs angles. Il y a une société française qui travaille beaucoup là-dessus sur les captations multi-angles à partir de smartphones et du rendu également sur les smartphones des spectateurs qui sont dans la salle. On peut imaginer que ça peut aussi être possible, évidemment, sur la télévision à distance. Enfin, une immersion dans la réalité virtuelle. Disons, le spectateur, plus il arrive à être dans le stade, plus ça lui offre une expérience qui est quand même non négligeable. Voilà. Donc ça, c'est la dernière chose. Donc les défis éthiques et légaux, alors les droits de diffusion, évidemment, c'est quelque chose de très important. J'ai encore entendu tout à l'heure que beIN Sport et Canal+, je crois, ils ont acquis les droits sur le sport, sur les ligues. C'est des gros enjeux. Mais comme je le disais dans une précédente vidéo, il y a aussi une partie des plus petites ligues où là il y a encore des enjeux, des possibilités, et ils ont aussi besoin d'une certaine visibilité, donc à bien regarder. La protection des employés, les conditions de travail, je pense que c'est tout à fait normal.
s'assurer que l'équité sportive pour les athlètes, oui, je pense qu'il faut aussi veiller à ça, parce qu'aujourd'hui en production on peut faire beaucoup de choses et certaines entreprises permettent d'aller vraiment très très loin dans l'analyse sportive. À méditer. L'avenir de la remote production, bon, c'est l'automatisation avancée. Je l'évoquais là, dans les slides précédents. Aujourd'hui, il existe des caméras autonomes qui ont une capacité telle qu'ils sont capables de suivre un match sans aucun problème avec une seule caméra. Alors, bon, très très haute définition évidemment, mais qui sont capables de suivre un match de foot sans aucun problème. Basket, enfin quelques sports sont déjà concernés par ça. L'holographie, alors là, j'ai aucune idée précise là-dessus. Peut-être avec les casques, les casques qu'on met sur les yeux, peut-être. J'imagine, peut-être. Et enfin, les interfaces neuronales. Je ne pense pas que je verrai encore les interfaces à me mettre une puce dans la tête. On ne sait jamais. Vers une nouvelle ère du sport télévisé, oui, certainement. L'évolution continue, l'innovation continue aussi. La remote production continuera d'évoluer. On cherche toujours à améliorer les images qu'on peut proposer à la télévision ou sur Internet. Ça nécessite aux professionnels de s'adapter, de suivre les nouvelles technologies. C'est aussi un petit peu ça mon rôle. Et puis, au final, c'est toujours le spectateur qui en bénéficie parce que finalement, il fait une expérience du sport d'une façon un petit peu différente. Voilà, je suis Gilbert Borg, je suis consultant en audiovisuel, formateur aussi. J'ai développé une expertise sur tous les métiers de l'audiovisuel et surtout sur les technologies qui permettent de faire converger l'informatique et l'audiovisuel, où il y a énormément de choses à faire. Déjà, l'informatique évolue beaucoup dans le temps, ça évolue toujours avec Internet, et puis l'audiovisuel, doucement mais sûrement, rejoint aussi la sphère Internet à travers le cloud et les productions dans le cloud. Donc n'hésitez pas à scanner mon QR code et puis vous arriverez directement sur mon site wineborg.fr. Voilà, à très bientôt.